Alors, bonjour tout le monde et bienvenue au webinaire S'initier à la rue École et préparer une première intervention. On est très, très heureux de vous offrir ce webinaire qui lance la première semaine de la rue École au Québec. À notre connaissance, la première semaine de la rue École au Canada aussi, mais pour aujourd'hui, là, on va focaliser, puis pour les prochains mois, on va focaliser sur la rue École au Québec. Je me présente, je m'appelle Manuel Moreau, je suis chargé de projet et développement au Centre d'écologie urbaine. Aujourd'hui, je suis accompagné de ma collègue Isabelle Séraphin, que vous voyez sûrement aussi dans votre écran, qui va répondre à vos questions dans le chat. Isabelle, qui est agente de projet au Centre d'écologie urbaine. Mais je suis aussi accompagné de Sarah Desjardins, qui travaille à la ville de Longueuil, qui va faire un bref témoignage un petit peu plus tard dans le webinaire. On y viendra. Donc, pour aujourd'hui, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le module questions-réponses. Isabelle pourrait y répondre. Sinon, j'y répondrai à la toute fin. Si je ne parle pas trop, là, on devrait avoir assez de temps pour avoir une période de questions, une quinzaine de minutes de période de questions, en fait. Donc, vous pouvez conserver vos questions pour cette période aussi. Le webinaire va être enregistré, va être disponible dans les prochains jours. Puis, je tiens à préciser aussi que le projet, le webinaire, est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre du programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière. Donc, je vous présente le déroulement du midi, finalement. On va avoir une brève présentation du Centre d'écologie urbaine, quelques détails sur la semaine de la rue École. On va y revenir aussi à la toute fin. Ensuite de ça, ben, qu'est-ce qu'une rue École? Quels sont ses bénéfices, ses effets? On va présenter aussi quelques exemples de rue École. Comme j'ai dit plus tôt, il va y avoir un court témoignage de Sarah Desjardins de la ville de Longueuil. On va aborder quelques questions fréquentes aussi qui entourent la rue École. Une section très importante du webinaire aussi, dans la deuxième partie, ben, on va discuter des étapes qui mènent à une rue École. Puis, comme je l'ai dit, on va finir par une période de questions d'environ 15 minutes. Donc, présentation du Centre d'écologie urbaine. On est un organisme à but non lucratif qui a été créé en 1996 par des citoyens engagés à transformer leur communauté de manière durable. Donc, on propose des pratiques, des politiques pour créer des villes écologiques, démocratiques et en santé. Puis pour ça, là, on collabore avec des communautés, des municipalités d'un petit peu partout au Québec. On prend part aussi à des partenariats nationaux et internationaux. Donc, avant de poursuivre, vous devriez recevoir, ben, avoir apparaître là, finalement dans votre écran un petit sondage qui vous demande, savez-vous qu'est-ce qu'une rue école? Et avez-vous déjà expérimenté une rue école également? Je vais vous donner le temps d'y répondre brièvement. On prend quelques secondes. On est bien conscient que certaines personnes ici connaissent qu'est-ce qu'une rue école, ne connaissent pas nécessairement qu'est-ce qu'une rue école. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment repartir de la base aujourd'hui, puis voir quelles sont les prochaines étapes pour l'implanter dans le cadre de la semaine de la rue école. Merci d'y avoir répondu. Donc, pour ce qui est de la semaine de la rue École, ce pourquoi on a mis en place ce webinaire, ben, c'est l'opportunité aujourd'hui d'annoncer cette semaine de la rue École. Donc, vous le voyez sur votre écran, là, la semaine sera du 26 au 30 mai 2025. Donc, on invite les municipalités et communautés scolaires du Québec à transformer leur rue en espace sécuritaire actif pour les enfants grâce à cette semaine-là. Donc, pour faire ça, on va lancer une trousse d'accompagnement. Pour ceux qui sont au courant, il y a environ un an et demi, on a lancé une boîte à outils qu'on a bonifiée suite au retour des communautés scolaires qui l'ont utilisée, puis aussi grâce à nos expériences de mise en place de différentes rues écoles un petit peu partout au Québec. On va revenir sur la trousse d'accompagnement un petit peu plus tard dans le webinaire. Mais elle va comprendre, entre autres, ben, un guide étape par étape pour mettre en place une rue école, des outils de communication clés en main également. On pense à des affiches, des visuels pour le web et les réseaux sociaux aussi. Puis aussi des messages clés, des gabarits pour communiquer le projet aux parents, aux parties et aux parties prenantes de la communauté scolaire. Donc, la rue école. Fait, avant de rentrer dans le vif du sujet puis de vous présenter quelques exemples de rue école, puis les outils que vous allez pouvoir utiliser,
on voulait tout de même partir de la base, préciser qu'est-ce qu'une rue-école. Donc, vous voyez ici, là, l'objectif, c'est de créer un environnement convivial, sécuritaire aux abords des écoles pour encourager la mobilité indépendante et active des enfants et le jeu libre. Rapidement, qu'est-ce que la mobilité indépendante? Là, c'est vraiment le fait par l'enfant de se déplacer, par exemple, de son domicile à l'école, seul ou accompagné d'amis, là. Tout ça sans les parents, sans les adultes. Donc, concrètement, la rue École, c'est une rue qui se situe aux abords immédiats d'une école qui est fermée à la circulation automobile pour une période de 15 à 90 minutes, donc aux horaires d'arrivée et de départ des enfants. C'est une intervention temporaire, donc la rue est fermée à la circulation aux extrémités à l'aide de dispositifs qui peuvent facilement être déplaçables, qui sont légers aussi, qui peuvent être légers aussi. Vous en voyez deux exemples là, dans les deux photos à la droite. Là, donc, parce que si on a utilisé des barrières Mills ou des barrières anti-émeutes qu'on appelle. C'est un projet également qui implique différents partenaires. On y viendra un petit peu plus tard, encore une fois. Ça demande l'implication de la municipalité, premièrement, qui est essentielle, de l'école aussi, mais aussi des parents mobilisés, là. Donc, pour cette semaine-là, vous invite vraiment à vous mobiliser un petit groupe de parents une seule journée pour mettre en place une rue école. Ça demande également l'engagement de bénévoles ou d'agents terrain, donc qui pourraient être ces parents-là ou ces grands-parents-là ou même des employés de la municipalité pour s'assurer que la rue est sécuritaire, que les enfants puissent en profiter pleinement. Puis, bon, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, ça implique du matériel de fermeture. En plus des barrières, du matériel de fermeture qui peut être fourni par les municipalités, il est possible d'ajouter de la signalisation aussi ou des panneaux signalétiques. Comme vous le voyez là, sur l'image du centre, là, nous autres, on avait mis des panneaux là, aux couleurs là, de notre projet. Finalement, les déplacements, dans le cas des rues écoles, sont autorisés pour les riverains, donc les personnes qui ont une adresse sur la rue conservée. Donc, de là, l'importance d'avoir des personnes sur le terrain qui s'assurent que ces personnes-là se déplacent en sécurité à 5 km à l'heure et accompagnées d'un bénévole. Donc, maintenant, les bénéfices et les effets des rues écoles. Bon, au niveau des bénéfices, la rue école, il y en a plusieurs, puis il pourrait être des arguments à être utilisés par vous quand viendra le temps de présenter le projet, soit à la direction scolaire, soit au conseil d'établissement, ou à la municipalité, ou à toute autre personne que vous jugez pertinent. Fait qu'on voulait vous partager quelques effets observés également, grâce aux données récoltées, entre autres, par l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Surtout les tableaux, là, vous allez voir, donc les données qui vont vous être présentées, là, c'est des données qui ont été collectées de manière scientifique là, par l'ESPIN dans le cadre de notre partenariat qu'on a développé avec eux à partir de 2021. Donc, par rapport aux effets, bien, sur la sécurité, on témoigne d'une augmentation du sentiment de sécurité aux abords des écoles. Souvent, les abords des écoles ne sont pas les plus conviviaux, sécuritaires pour les parents, pour les enfants et les parents quand vient le temps de les déposer ou les venir chercher en auto. Il y a beaucoup de stationnements en double et en triple. Il y a beaucoup de demi-tours aussi, ce qui décourage beaucoup l'utilisation du transport actif, le vélo, la marche, la trottinette. Donc, sur les effets, en fait, en lien avec la sécurité, les effets qu'on a observés grâce aux rues écoles, ben, en termes des comportements non adaptés, les jours de rue école versus les jours de non-rue école, on voit que graduellement, tout au long de l'année, il y a une diminution des comportements non adaptés de la part des automobilistes, autant les jours de rue école, mais autant les jours de non-rue école également. Donc, on voit que la rue école permet une certaine sensibilisation auprès des automobilistes pour adapter leur déplacement en faveur d'un comportement sain, finalement. Également, on a observé qu'à Longueuil, il y a environ 30 des parents qui ont témoigné d'une diminution de vitesse excessive perçue des automobilistes. Puis finalement, à Gatineau, il y a 79 des personnes qui ont consulté qui estiment que la rue école a contribué à augmenter la sécurité des enfants. Ensuite de ça, prochain bénéfice, au niveau des connexions sociales, la rue École est un espace de création, permet la création d'espaces de socialisation pour les jeunes, pour les parents, pour les voisins également, mais aussi pour la direction scolaire ou l'équipe école. Donc, c'est un espace qui permet d'échanger de manière un petit peu plus informelle que ce qui peut être fait dans les murs de l'école. Euh,
Maintenant, sur les effets sur les connexions sociales, on a sorti des effets aussi sur la mobilité indépendante des enfants. Comme je l'ai expliqué un petit peu plus tôt, la mobilité indépendante, c'est le fait de se déplacer d'un point A au point B seul ou avec des amis par les enfants. Encore une fois, certaines des données récoltées par l'École de santé publique de l'Université de Montréal démontrent que la rue École permet une augmentation de la mobilité indépendante des enfants, ce qui permet éventuellement une meilleure autonomisation des enfants dans leur vie personnelle. Petite précision par rapport aux données récoltées également. Ce sont vraiment des points d'observation là, qui ont été identifiés lors des récoltes de données. Ce n'est pas nécessairement le nombre total des élèves qu'on voit ici dans les proportions. Des fois, il y a des élèves qui ont peut-être pu être comptabilisés 1 à 2 fois. Également, les données qui ont été récoltées ici par l'École de santé publique de l'Université de Montréal sont à l'École Saint-Benoît, située dans l'arrondissement Antique-Cartierville de Montréal. Donc, en plus de la mobilité indépendante, on a observé qu'à Longueuil, il y a une augmentation. La rue École a permis une création des connexions sociales par la communauté. Puis beaucoup de bénévoles aussi qui étaient présents sur les rues École étaient des nouveaux arrivants. Donc, ça a permis leur intégration dans la communauté. Puis, il y a également une intervenante sociale qui a fait des présences terrain, puis ça lui a permis de se faire connaître par les parents. Puis, à Montréal, encore une fois, là, sur les interventions, les enfants sont appropriés aussi des espaces qu'ils n'utilisaient pas nécessairement auparavant, avant qu'il n'y ait pas de rue-école. Ensuite de ça, un autre bénéfice sur la santé, ben, la rue-école permet la promotion du jeu libre pour les enfants, également des modes de vie sains et actifs, contribuer aux jeux extérieurs des enfants. Là. Donc, on veut éviter la sédentarité des enfants, puis on veut éviter le jeu trop à l'intérieur. Donc, la rue-école permet de sortir finalement dans la rue, prendre possession de l'espace public, mais aussi utiliser son vélo et aller à l'école à pied. Maintenant, au niveau également, un autre bénéfice, c'est sur la congestion routière. Donc, la rue École permet une réduction du trafic automobile dans les environs de l'école lors de l'intervention. On le sait, là, le matin, l'après-midi, il y a beaucoup, beaucoup de congestion aux abords des écoles. Donc, la rue École, comme elle fait la promotion du transport actif et permet aux enfants de se déplacer en transport actif de manière plus sécuritaire, bien, il y a une réduction des automobiles aux abords des écoles qui s'effectue. Maintenant, au niveau des données, ben, on voit que quand même, encore une fois, grâce aux données récoltées à par l'ESPUM, qu'il y a une augmentation de l'utilisation du transport actif lors des rues écoles. Et ça permet graduellement une augmentation du transport actif, même lors des journées qu'il n'y a pas de rue école. Également, à Longueuil, ben, la rue École a permis une diminution d'en moyenne de 12 des élèves qui utilisaient seulement la voiture pour se rendre à l'école. Et à Winnipeg, ben, après un projet pilote, on a observé une diminution de 15 de la circulation automobile aux abords des écoles, ce qui est assez majeur pour ce type de projet-là. Maintenant, sur la qualité de l'air, on n'a pas de données qui ont été récoltées au Québec ou, à notre connaissance, au Canada non plus. Mais à Paris, il y a une étude qui a été faite qui avait comme objectif d'évaluer l'impact de l'arrêt du trafic routier des rues écoles sur la pollution. Puis cette étude-là fait état d'une baisse de 10 à 30 de dioxyde de carbone, de dioxyde d'azote, pardon, dans les abords immédiats de l'école. C'est un des constituants du smog. Donc, je vais arrêter de faire semblant d'être un chimiste et on va aller tout de suite aux exemples, en fait. Donc, bien sûr, on parle des effets, des bénéfices de la rue École, de ses objectifs, mais on trouvait plus porteur et concret de vous présenter au moins 3 exemples de rue École. Il faut savoir que selon les projets qu'on a pu répertorier, il y a environ une vingtaine de réécoles qui ont été mis en place dans la province depuis 2021. Bon, la très grande majorité, là, on a été au centre impliqué de près ou de loin pour ces projets-là. Donc, comme je l'ai dit, on voulait vous partager quelques exemples de projets qui ont été mis en place via différents porteurs de projets qui ont passé par différents processus. Donc, on va vous présenter une rue école à Montréal, premièrement, qui est la rue école Sainte-Ambroise, dans l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie. Dans ce cas-ci, c'est une rue école qui a été initiée par le comité sécurité de l'école. Donc, nous autres, on a pu, grâce à un financement, leur fournir un accompagnement.
Dans ce cas-ci, c'est un processus qui s'est étalé sur 4 mois. Dans ce cas-là, on excluait les vacances d'été. On a pris une petite pause, là, comme il n'y avait plus d'école. Puis bon, ça a émergé à des interventions qui ont été mises en place les 7, 14, 21 septembre 2023. Dans ce cas-ci, ça prenait une résolution du conseil d'arrondissement. On y viendra là, sur ces étapes-là un petit peu plus tard. Et aussi, bon, ça demandait 6 bénévoles par intervention, là. Donc, 6 bénévoles par école. Pourquoi 6 bénévoles? Ben, parce que c'était un tronçon qui est assez long, là, un petit peu moins que 300 mètres. Mais c'était surtout une rue résidentielle qui était très dense. Il y avait près d'une centaine d'adresses sur rue. Donc, peut-être que vous connaissez un petit peu les quartiers centraux de Montréal, comme Rosemont-la-Petite-Patrie. Il y a beaucoup de plex. C'est très, très dense. Par contre, on était agréablement surpris. Il y avait très peu de déplacements riverains, là, donc de riverains qui ont dû être accompagnés pendant les rues écoles. Même s'il y avait beaucoup d'adresses, très peu de déplacements automobiles. Maintenant, puis vous voyez ici là, un peu le matériel, le dispositif de fermeture qui ont été utilisés. Encore une fois, on a utilisé une barrière Mills, une barrière de foule, disons, sur laquelle on avait mis un panneau signalétique. Donc, le nombre de barrières à mettre par intersection varie d'une rue école à l'autre. Dans ce cas-ci, on en avait mis 3 pour combler la largeur de la rue. Euh, et puis, bon, il y avait également, on ne le voit pas sur l'image, là, mais il y avait également un panneau rubarré là, qui avait été intégré euh, aux extrémités. On voit quelques photos ici, comme quoi les enfants peuvent vraiment profiter de la rue pour se rendre à pied ou même à vélo en toute sécurité. Puis aussi, bon, il y avait des craies là, qui avaient été rendues disponibles là, pour les enfants. Je pense que c'est assez clair là, que les craies ont été très, très appréciées, autant par les enfants que par les parents. Maintenant, un autre exemple, la ville de Gatineau, la rue École du Lac-des-Fées. Dans ce cas-ci, c'est un projet qui a été initié par le Centre de gestion des déplacements Mobio, donc, qui est une organisation à but non lucratif. Et c'est un processus qui a été étalé, encore une fois, sur environ 4 mois pour des interventions le 18, 25, 1er juin 2023. Dans ce cas-ci encore, ça prenait une résolution au conseil municipal qui a été faite juste avant les interventions. Euh, L'environnement est vraiment différent que la rue École qu'on vous a présenté pour Montréal. Mais il y avait quand même 6 à 8 bénévoles qui étaient présents par intervention. Ce nombre-là est peut-être plus élevé que ce qui était nécessaire, mais il y avait une grande, grande mobilisation qui avait été effectuée là, dans ce cas-ci. Fait que plus de bénévoles, plus de parents, plus de plaisir, pourquoi pas. En plus de ça, pour le matériel de fermeture, c'est un matériel de fermeture des barrières qui étaient un petit peu différentes que ce qui a été utilisé, par exemple, à Saint-Ambroise. Vous allez voir sur l'image, c'est du matériel un petit peu plus léger qui ont été utilisés. Dans ce cas-ci, dans le cas de la ville de Gatineau, il y avait une exigence là, que le service de police soit présent pour contribuer aux fermetures de rue. Mais c'est très rare qu'on voit ça. Habituellement, le service de police n'est pas exigé pour être présent, est invité des fois à être sur place. Encore une fois, vous voyez sur les images, ça a été un environnement extraordinaire pour pratiquer le vélo. Il y avait beaucoup, beaucoup d'enfants ces journées-là qui sont venus en vélo. Je pense que les stationnements pour vélo débordaient. C'était même difficile de barrer son vélo. À ma connaissance, aucun enfant s'est fait voler son vélo, alors c'est tant mieux. Mais ça a vraiment été, on voit là, une rue conviviale, apaisée et sécuritaire pour les enfants. Ensuite de ça, ben, dernier exemple, à Longueuil, la rue École de quartier Hubert-Perron, c'est un projet très différent des 2 premiers que je vous ai présentés. C'est un projet qui a été initié par la ville de Longueuil et les 6 Montérégie Centre et Est, qui s'est étalé sur un plus long, ça a été un processus un petit peu plus long, donc environ sur 10 mois. Pourquoi sur 10 mois? Bien, premièrement, parce que c'était des interventions qui étaient un petit peu plus longues. Donc, euh, des interventions sur 8 semaines, d'octobre à novembre 2024, et également aux abords de 2 écoles. Là, j'ai sorti un exemple à Hubert-Perron, mais il y avait une autre école, Monseigneur-Forget, où est-ce qu'il y avait des interventions aussi. Il faut savoir aussi qu'il y avait comme une campagne de communication qui avait été développée pour ce projet-là. Il y avait aussi des visuels qui avaient été développés. Fait que c'était un projet qui était assez ambitieux.
Donc, mais dans ce cas-ci, là, à l'école, à la rue École de quartier Hubert-Perron, 5 bénévoles étaient nécessaires par intervention. Par contre, il n'y avait aucune adresse sur rue, donc c'était beaucoup plus facilitant pour les bénévoles. Ils avaient juste à s'assurer que les enfants pouvaient jouer en sécurité dans la rue. Donc, vous voyez un peu là, la prochaine diapo, là, le matériel, le dispositif de fermeture qui a été utilisé. Dans ce cas-ci, c'est encore une barrière de foule. Puis vous voyez le visuel là, également là, qui a été utilisé, le très beau visuel qui a été utilisé là, pour ce projet-là. Encore une fois, on voit les enfants profiter de la rue. Il y en avait beaucoup, beaucoup dans cette école-là. C'était une école d'environ 800 élèves. Il y avait des craies qui avaient été distribuées aussi. Il y avait des bulles qui étaient soufflées. Fait que les enfants adoraient vraiment la rue École de quartier. Donc, on vous a présenté des processus de mise en place qui prenaient 4 mois ou plus. Il faut, par contre, avoir, par contre, pour une intervention d'une seule journée, comme on pourrait le faire pendant la semaine de la rue École, le processus peut être beaucoup plus court et beaucoup plus rapide. Maintenant, je donnerai la parole à Sarah Desjardins, qui est conseillère en développement social pour la Ville de Longueuil. Donc, vous voyez, on vient de vous présenter un projet de la Ville de Longueuil. Donc, on a invité Sarah à faire c'est ça, un bref témoignage sur les effets que la rue École de quartier a eu au sein de la ville, mais au sein de la communauté de la Ville de Longueuil. Alors, Sarah, si tu veux bien, je vais te laisser la parole. Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui. Alors oui, c'est intéressant parce que oui, pourquoi ça l'a pris 10 mois? Parce qu'on a commencé avec un processus partenarial. Nous, on trouvait important, la ville de Longueuil, que l'ensemble des partenaires concernés par la rue École devaient être impliqués autour de la table puis bien comprendre là, les enjeux, les impacts souhaités par tous. Donc, effectivement, on a décidé d'asseoir là, le centre des services scolaires, les directions d'école concernées, le service de police de la commission de Longueuil. On avait les 2 CIS de notre territoire. Afin d'évaluer, en fait, tout le monde avait des enjeux de sécurité aux abords des écoles. Donc, autant le service de police nous disait que c'était le Far West autour des écoles, autant que la commission scolaire faisait des demandes à la ville pour essayer de régler les problématiques de sécurité autour des écoles, autant que les 6, eux autres, ben, ils ont un mandat de saines habitudes de vie, d'encourager les gens à se déplacer à pied ou à vélo. Donc, on avait tous un mandat d'assurer la sécurité ou d'améliorer le sentiment de sécurité autour de l'école, mais on avait tous des projets un peu différents sur la table afin d'atteindre nos objectifs. Donc, avec le projet de Rue École, ben, ça devenait un projet en commun à laquelle on pouvait tous répondre à nos objectifs organisationnels. La Ville venait d'adopter un programme de sécurisation aux abords des écoles et de tester le projet pilote de Rue École était vraiment intéressant là, pour la Ville. Donc, effectivement, ça a été des conditions gagnantes d'asseoir les partenaires ensemble parce que, comme je disais tantôt, il y en a qui ont des objectifs de sécurité, de saines habitudes de vie, sécurité routière et d'aller apporter les forces de tous et surtout l'adhésion de tous les partenaires à ce projet-là. Donc, on a déterminé les rôles et responsabilités de chacun. À titre d'exemple, on avait besoin de la responsable du transport scolaire de l'école. On avait besoin des 2 directions des communications de la commission scolaire et du commission scolaire, c'est centre de service scolaire maintenant, et de la ville. Et bien entendu, la direction qui pilote un peu les aménagements de notre côté, c'est la direction du génie. Tous assis ensemble pour déterminer les rôles et responsabilités de chacun. Et pourquoi? Mais si on est allé plus vite ensemble que de piloter tout seul le dossier. Et aussi, tout le monde devient des ambassadeurs aussi. Donc, autant la direction de génie à l'intérieur de son équipe, autant la direction du loisir à l'intérieur de son équipe, mais aussi la commission scolaire et la direction d'école qui deviennent un peu des ambassadeurs aux saines habitudes de vie et des ambassadeurs à la sécurité routière aussi. Donc, c'est ça qui est intéressant parce qu'on a passé tout le même message donc à ce niveau-là.
une des particularités, c'est qu'on ne voulait pas tout donner la responsabilité aux directions d'école aussi. Souvent, quand on fait le trottibus ou quand on fait vélobus, on demande beaucoup de responsabilités aux directions d'école. Et nous, d'entrée de jeu, on a dit on va enlever les responsabilités des directions d'école et on va demander aux directions d'école de nous ouvrir les portes de leur école, de participer aux AGA, de devenir des ambassadeurs au sein des habitudes de vie. Donc, c'était ça le rôle un peu des directions d'école. Donc, voilà, ça a été vraiment une expérience extraordinaire au niveau du partenariat, au niveau du travail d'équipe. Donc, souvent, on dit que c'est difficile de travailler avec d'autres structures, comment dire, boîtes organisationnelles ou cultures organisationnelles, mais dans ce cas-ci, ça a été vraiment un beau succès. On a dû effectivement impliquer les employés. Nous, de notre côté, l'employé ville, il y a eu des employés du CIS aussi qui sont venus un petit peu opérer au début les rues écoles. Oui, on a eu de la mobilisation citoyenne, on a eu des citoyens qui sont venus, mais on a dû à quelques reprises, la ville et le CIS, entre autres, et le centre de services scolaires, amener des employés là, sur le terrain, étant donné que c'était une expérience, c'était un projet pilote. Ce que ça a apporté, je trouve, aux employés, donc autant au niveau de la direction génie, au niveau de la direction du loisir, c'est qu'on était dans la rue et on pouvait faire des constats. Donc, ce qu'on travaille à tous les jours sur notre table à dessin, ben là, on pouvait le constater dans la rue. Donc, de voir vraiment, de pas juste entendre qu'effectivement, il y a une diminution au niveau des voitures, de le voir aussi, c'est super intéressant comme discours après ça autour d'une table. Donc, nos employés, si je parle au niveau de la ville de Longueuil, quand ils sont venus sur le terrain, ont pu évaluer les constats, effectivement, la réalité, parler aux gens, parler aux familles aussi. Ça a été un projet rassembleur, je trouve, à la ville, pour qu'on puisse l'ayant vécu, l'ayant vu, ben, c'est sûr qu'on pouvait s'en parler puis aller plus loin, changer certains enjeux ou certains défis qu'on a rencontrés. Il y a eu beaucoup d'apprentissage aussi de nos équipes au niveau municipal. Un des apprentissages, c'est que oui, c'est beau de faire de la sensibilisation, c'est beau de faire des campagnes de sensibilisation au niveau de la sécurité routière, mais il n'y a rien de mieux qu'être sur le terrain quand il y a 800 enfants qui débarquent dans la rue ou qui arrivent avec leurs parents et là qu'on puisse aller leur jaser, de leur parler s'ils connaissent vraiment la sécurité routière. Dans tout ça. Donc, on a impliqué, entre autres, nos brigadiers scolaires, les policiers réseau. Nous, comme Manuel, tantôt, il disait, nous, on n'a pas, le service de police ne nous a pas exigé d'être présent. Par contre, pour nous, c'était important qu'ils soient au courant de l'arrivée des rues écoles pour pouvoir effectivement aller parler aux parents, d'aller les autres aussi les sensibiliser au niveau de la sécurité routière. Donc, qui sont devenus en quelque sorte là, des ambassadeurs aussi, le service de police, l'agglomération de Longueuil. Donc, voilà, ça a semé donc, c'était 2 projets pilotes. Effectivement, le groupe de partenaires était vraiment pour les 2 écoles. Il n'y avait pas un groupe pour chacune des écoles. Donc, c'est vraiment un travail collectif qu'on a fait pour mettre en place les rues écoles là, à Longueuil. Donc, c'était 2 projets pilotes. Présentement, on analyse effectivement le fait de dire, ben peut-être qu'Hubert-Perron pourrait devenir permanente. On est vraiment dans cette réflexion-là actuellement. Et j'ai vu là, quelqu'un qui demandait ben, qu'est-ce qui arrive quand il y a des autobus de la ville. On a dû se poser la question, nous aussi. En ayant la fille du transport scolaire, ben, on pouvait savoir s'il y avait des berlines, est-ce qu'il y a des enjeux de mobilité réduite, est-ce que s'il y a ça. Donc, les réponses arrivaient plus vite. Et nous, on s'était fait, en tant que partenaire, on s'est fait une liste de critères d'admissibilité au niveau des écoles. Et c'est sûr que d'entrée de jeu, l'école qui avait déjà comment ça, un passage au niveau du RTL n'était pas éligible à notre projet pilote. Donc, c'est sûr qu'éventuellement, s'il y a des rues écoles avec des autobus, il va falloir réaménager ou refaire la signalisation, mais on n'a pas choisi d'école qui avait cet enjeu-là là, pour les 2 projets pilotes. Alors, voilà, c'était une belle expérience, puis les partenaires qui ont travaillé sur le projet sont très fiers. Ben, merci beaucoup, Sarah, pour ton témoignage. Et Sarah, ben, elle ne pourra pas rester avec nous pour la période de questions. Par contre, si vous avez des questions spécifiques à elle, ben, bien sûr, on va les prendre en note, puis on va lui transmettre, là, puis on va voir là, comment on peut y répondre. J'ai vu aussi qu'il y avait pas mal de questions qui avaient apparu dans le module questions-réponses. Isabelle a bien répondu. Pour celles qui restent en suspens, ben, bien sûr, on va y répondre pendant la période de questions. Maintenant, justement, on voulait aborder quelques questions fréquentes là, qui entourent les rues écoles, qui vont justement peut-être répondre à vos questions que vous voudriez poser.
Bon, là, on a sorti les trois majeures questions qui ressortent le plus souvent. Premièrement, ce qui ressort à chaque rue école qu'on a mis en place, je pense qu'il y avait cette question-là. Est-ce que les rues écoles déplacent le problème ailleurs? En fait, toutes nos expériences ont démontré que ce n'est pas le cas. Comme il y a plus d'espace de débarcadère commun directement devant l'entrée de l'école, les conducteurs, les automobilistes, les parents qui viennent déposer leurs enfants, en fait, se dispersent dans les rues environnantes du quartier, des environs de l'école, en fait, ce qui fait en sorte que ça réduit la congestion dans un point précis aux abords de l'école et, bon, réduit les risques d'incidents, finalement, avec les enfants ou avec les autres automobilistes. Donc, il y a plus de cette concentration-là d'automobilistes à un seul point. C'est vraiment, il y a une diffusion du trafic, en plus du fait qu'on encourage les enfants à venir en transport actif, à vélo, à pied, ce qui fait en sorte que moins d'autos sur les routes. Ensuite de ça, une des questions qui ressort très souvent aussi, est-ce que les interventions peuvent nuire à la compréhension que les enfants se font de la sécurité routière? Je pense qu'il y avait une question en ce sens-là dans le module questions-réponses. En fait, il y a une université de Bristol qui démontre que dès 6 ans, les enfants reconnaissent si une rue est fermée à la circulation ou non. Ils peuvent décrire des signaux visuels, auditifs qui indiquent une rue ouverte à la circulation, une ou non, encore une fois. Puis ils savent reconnaître si elle est sécuritaire pour y jouer ou s'y promener. Dans le cas des rues-écoles, nous autres, on propose là, de communiquer des règles de sécurité, disons, aux enfants, puis aux personnes qui vont être impliquées sur la rue-école, en disant aux enfants, ben, tu peux aller jouer dans la rue uniquement quand il y a des bénévoles sur le terrain ou quand il y a des personnes qui ont un dossard sur la rue, quand il y a des barrières qui ferment la rue aux extrémités également. Fait que, en général, on n'a jamais, nous, observé non plus d'enjeu de ce côté-là. Ensuite de ça, une des questions qui ressort beaucoup est de quelle manière les rues-écoles favorisent-elles le transport actif pour se rendre à l'école? Ben, les rues-écoles, c'est des espaces calmes et sécuritaires aux abords des écoles. Elles favorisent le transport actif sur une partie du trajet. C'est sûr que ce n'est pas tout le trajet qui est ciblé là, pour les rues-écoles, pour les enfants, pour se rendre à l'école. Par contre, même si des enfants continuent de venir en automobile, ce qui est tout à fait le cas, puis ce qui est tout à fait normal, ben, le fait par les parents de déposer l'enfant juste un petit peu plus loin permet à l'enfant de marcher peut-être un 100, 200 mètres additionnels que ce qu'il ne faisait avant. Puis, bon, la rue-école permet et renforce les capacités des enfants à se déplacer activement et éventuellement à parcourir de plus longues distances, puis éventuellement à prendre confiance pour parcourir une distance de la maison jusqu'à l'école. Finalement, est-ce qu'on a le droit de fermer une rue à la circulation et comment le faire? Ben, on est là pour ça. Fait qu'on en parle là. On en parle dans quelques minutes. Premièrement, ben, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, on va lancer et rendre disponible à tous ceux qui veulent implanter une rue-école lors de la semaine de la rue-école, une trousse pour réussir sa première rue-école, qui va être disponible en 2 temps. Premièrement, en accès libre. Donc, on va mettre en accès des outils généraux sur la mise en place d'une école pour bien préparer les interventions, convaincre aussi les parties prenantes du milieu là, qui voudraient éventuellement s'impliquer. Puis après, donc on vous invite si vous voulez mettre en place une école lors de la semaine, on vous invite à vous inscrire. Donc après inscription, nous, on va pouvoir partager des outils visuels, des outils de communication aussi, vous aider à publiciser votre participation à la semaine, puis vous aider à mobiliser votre communauté aussi. Tout ça va être disponible aussi, puis l'opportunité de s'inscrire va être disponible sur le site que vous voyez là à l'image, donc semaine.ruécole.ca. Donc, vous allez voir tous les détails là-dessus. Ensuite de ça, ben, on va rentrer un petit peu plus précisément dans qu'est-ce qu'on va retrouver dans la trousse pour réussir sa première école. Donc, on voulait vous présenter quelques outils dans lesquels on va y retrouver, qui vont être retrouvés dans la trousse, qui vont pouvoir vous outiller au maximum pour mettre en place une école d'une seule journée. Donc, premièrement, on vous invite là, à vous mobiliser entre vous dans la communauté, une petite gang, des parents, possiblement des employés de la municipalité pour travailler en commun pour mettre en place cette rue-école d'une journée-là. Donc, avant toute chose, le premier document à consulter avant d'entamer les démarches serait le petit guide pour la mise en place d'une rue-école.
Dans ce petit guide-là, on y retrouve premièrement les points de repère pour le démarrage d'une rue école, comme comment mobiliser un groupe porteur de projet, en prendre contact avec l'élu et ou la municipalité et l'école aussi qui est concernée. On invite aussi à déterminer le plus tôt possible le moment de l'intervention. Dans ce cas-ci, nous, on propose la semaine de la rue école, donc du 26 au 30 mai. Et bon, comment informer la communauté aussi de l'intervention qui est à venir. Aussi, dans ce petit guide-là, on recense tous les autres outils de la trousse à outils qui sont associés à ces points de repère-là. On propose du matériel qui est suggéré pour la mise en place. Puis, on a quelques conseils additionnels, bien sûr, aussi. Donc, c'est vraiment cet outil-là qui va vous aider à prendre la décision, est-ce qu'on fait une réécole ou non. Ensuite de ça, ben, un des autres outils qui est vraiment, à notre sens, très important pour vous est les étapes menant à la rue école. Donc, les étapes, on les a divisées en 4 mois à partir de mars pour arriver, bien sûr, à la fin mai. Puis dans le tableau, vous voyez, à chaque étape, on y a attribué les outils de la trousse qu'on suggère d'utiliser. Ce tableau-là, c'est vraiment pour vous donner une ordre d'idée des étapes sur ces 4 mois-là. Il est très, très possible, là, surtout pour une intervention d'une seule journée, que l'échéancier soit plus court. Le temps de préparation peut être fait sur 2 ou 3 mois. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc, on peut repasser à travers quelques-uns des outils que vous voyez dans les étapes. Là. Vous voyez, la première étape, là, c'est la préparation, la présentation du projet. Donc, on a préparé des modèles de lettres que vous pourriez utiliser, envoyer soit à l'élu, à la direction scolaire également. Puis bon, on va y venir aussi un autre outil là, qui cible là, les personnes à impliquer en lien avec les étapes. Dans cette première partie-là aussi, le premier mois, il y a une présentation type aussi qui va vous être rendue disponible, que vous allez pouvoir utiliser si vous devez faire une présentation, par exemple, au conseil d'établissement sur comme on l'a présenté plus tôt, qu'est-ce qu'une rue école, quels sont ses bénéfices, ses objectifs, etc. Ensuite de ça, lors du deuxième mois, ça peut être le début de la mobilisation de la communauté. Encore une fois, vous pouvez utiliser les modèles de lettres. On a ajouté un outil qui est modèle d'attestation d'engagement bénévole. Pour une rue école d'une seule journée, on ne croit pas nécessaire qu'un modèle d'attestation d'engagement bénévole est nécessaire d'être utilisé. Vraiment, si vous êtes déjà un petit groupe, un petit regroupement de parents, 6 à 8, c'est amplement là. Donc, peut-être si vous avez un petit peu plus d'ambition pour votre école, puis vous voulez vraiment la décliner sur quelques semaines, quelques jours, peut-être même quelques mois, peut-être que le modèle d'attestation d'engagement bénévole sera plus pertinent, là. Ensuite de ça, la troisième étape, ça serait l'élaboration du cadre d'intervention. Qu'est-ce qu'on entend par cadre d'intervention? Ça serait d'identifier sur la rue école comme telle, il y a combien de bénévoles qui sont nécessaires, où est-ce que les bénévoles devraient être disposés, où est-ce que les barrières de sécurité, le matériel de fermeture devrait être disposé également. Donc, pour vous aider à élaborer ce cadre d'intervention-là, il y a un autre guide qu'on a développé, donc qui est le guide pour le bon déroulement de la rue école. Encore une fois, ça, c'est un outil qui était présent dans le premier lancement d'une boîte à outils qu'on a bonifié et qu'on a précisé également. Également, là, lors du troisième mois, là, il y a un petit peu plus d'étapes. Donc, environ un mois là, avant, 1 à 2 mois avant les interventions comme telles, l'intervention. Ça pourrait être, après avoir contacté puis échangé avec votre municipalité, ça pourrait être la demande de permis. Parce que bien sûr, si on fait une fermeture de rue, ça implique une demande de permis. Qui peut soit passer au conseil municipal par un vote ou ça peut simplement être recevoir un permis d'occupation du domaine public. Évidemment, là, si vous avez des questions là-dessus, nous, on va pouvoir potentiellement vous accompagner ou répondre à vos questions. On va y venir encore une fois à l'accompagnement. Puis encore une fois, là, si la municipalité a été impliquée dès le début, le plus tôt possible, elle va pouvoir répondre à vos questions là-dessus aussi. 1 à 2 mois avant le projet aussi, ça serait le moment de communiquer le projet, le communiquer aux parents, aussi aux riverains, aux résidents, donc les riverains qui habitent directement sur la rue, qui vont potentiellement être affectés par leur projet. Donc, plus tôt on leur communique le projet, mieux c'est. Ensuite de ça, l'avant-dernière étape, ça sera la finalisation du cadre d'intervention, les formations aussi. Donc, formation, qu'est-ce qu'on entend par la formation? C'est transmettre le guide du bon déroulement de la rue école aux bénévoles, aux parents qui sont impliqués, qui veulent être là lors de la fermeture de la rue.
Puis bon, on a d'autres outils, là, entre autres l'affichage que vous pouvez utiliser sur la rue École, les règles de sécurité à transmettre également. Finalement, ben, du 26 au 30 mai, ça serait les interventions, puis potentiellement l'évaluation aussi. Fait encore une fois, en lien avec ça, il y a de l'affichage, des règles de sécurité qui vont vous être rendus disponibles, pardonnez-moi. Puis bon, on suggère aussi à votre discrétion d'utiliser un sondage d'évaluation pour voir la satisfaction finalement des personnes qui étaient impliquées sur le projet. Euh, en cas où le projet est à remettre sur pied. Ensuite de ça, ben, le prochain outil, en lien avec ces étapes-là, donc du premier au deuxième, au troisième, au quatrième mois, on a identifié certaines personnes ou acteurs impliqués dans la mise en place. Encore une fois, c'est un outil qui va être rendu disponible. Dans le premier mois, ben, certainement qu'il va falloir contacter l'élu local ou le conseiller, la conseillère locale pour communiquer l'intention du projet. Puis après ça, peut-être que cette personne-là pourrait faire le lien avec les personnes au sein de la municipalité. Bien sûr que communiquer le projet, les intentions du projet à la direction de l'école et au personnel est nécessaire. Potentiellement au centre de service scolaire aussi. Ça, c'est pas. Le lien pourrait être fait via la direction. Au conseil d'établissement aussi, à l'organisation de participation parentale. Puis bon, dans la deuxième étape, en lien avec la mobilisation de la communauté, ben, la mobilisation peut être faite auprès des parents, dans un premier temps, auprès des résidents aussi, là, si vous voulez impliquer des résidents. Nous autres, pour une intervention d'une seule journée, on conseille vraiment de focaliser peut-être sur les parents un petit peu plus. Ensuite de ça, ben, l'élaboration du cadre d'intervention peut être faite en partenariat avec les services techniques de la municipalité. Puis c'est important d'impliquer, comme ça le disait un petit peu plus tôt, le service de police, le service d'incendie aussi. Encore une fois, la municipalité là, pourrait s'en charger de ce côté-là. Ensuite de ça, lors du troisième mois, ben, en lien avec la communication du projet, ben, bien sûr, il faut communiquer aux élèves, les inciter, aux élèves et aux parents pour inciter tout le monde lors de cette journée-là à venir en transport actif. Les résidents aussi, ben, et les riverains, là, leur communiquer le projet. Potentiellement, les commerçants à proximité. S'il y en a qui sont très, très proches de la rue École, ça pourrait peut-être les impacter. Tout comme les organismes, le transport scolaire aussi et la société de transport, là, si applicable. J'ai vu qu'il y avait une question en ce sens-là qui est ressortie dans le module questions-réponses. Ensuite de ça, ben, vient la finalisation du cadre d'intervention. Donc, c'est en impliquant les services techniques de la municipalité qui vont pouvoir être définis plus précisément, en lien avec le groupe porteur, les bénévoles, pour encore une fois finir sur les interventions et l'évaluation. Maintenant, un autre outil qui va vous être rendu disponible, ben, c'est le guide pour le bon déroulement de la rue École. Donc, c'est le guide un petit peu plus pratico-pratique de la rue École. Il est vraiment destiné à préparer le mieux possible les interventions puis les personnes qui vont être présentes sur le terrain. Fait qu'on y retrouve un exemple de plan de fermeture dans lequel, un peu comme le cadre d'intervention, dans lequel peuvent être identifiés l'emplacement du matériel puis la position des bénévoles. On y retrouve aussi la manière de disposer du dispositif de fermeture, le nombre de bénévoles suggérés pour l'intervention, les rôles et responsabilités des personnes sur le terrain avant, pendant et après l'intervention. On a aussi un aide-mémoire, un tableau synthèse. Euh, Aussi, ben, dans les autres outils qui vont vous être mis à disposition, ben, il y a des modèles d'affichage là, pour annoncer publiquement là, sur la rue votre rue école. Donc, vous en voyez deux ici là, qu'on utilise typiquement, habituellement. Un premier dans lequel on identifie ben, la date, la rue, les heures de la rue école. Donc, on suggère d'installer environ une semaine avant ou peut-être un petit peu plus avant l'intervention. Puis un autre là, qui est un modèle d'affichage là, sur les règles de sécurité adoptées, là, comme je l'expliquais un petit peu plus tôt. Également, ces modèles d'affichage-là, vous allez pouvoir en recevoir par la poste là, si vous inscrivez à la semaine de la rue École. On va y revenir encore une fois. Aussi, ben, dans la trousse, il y a des modèles de dépliants à distribuer potentiellement aux parents ou riverains, dans lesquels vous allez pouvoir identifier les informations sur la rue École, mais aussi les bons comportements à adopter, puis les comportements à éviter pour les parents, surtout.
Tous les outils aussi qui vont vous être, presque tous les outils qui vont vous être rendus disponibles aussi sont modifiables selon votre contexte. Dans ce cas-ci, là, vous voyez des éléments là, qui ont été surlignés en jaune. Évidemment, vous allez pouvoir modifier ça là, pour l'adapter à votre réalité, à votre projet de rue école. Finalement. Ensuite de ça, ben, on a d'autres outils. Là, je le passe un petit peu plus rapidement, mais on a des modèles de lettres aux élus et aux parents aussi qui vont vous être rendus disponibles. Une présentation type, comme je le disais. Puis vraiment, si vous voulez répéter ou intensifier l'expérience, donc le faire sur plusieurs journées, plusieurs mois, il y a des modèles d'attestation d'engagement bénévole qui sont disponibles. Il y a un outil de gestion des interventions aussi dans lequel, qui est comme une sorte d'horaire type là, à utiliser là, pour les rues écoles. Puis le questionnaire d'évaluation de la démarche aussi, là, pour, comme je disais un petit peu plus tôt, savoir la réceptivité là, que le projet avait dans les personnes impliquées. Fait qu'on espère vraiment que la trousse va être la plus complète possible. On veut d'une certaine manière que la trousse nous remplace, mais on est quand même conscient que les communautés, que vous allez souhaiter bénéficier de conseils, puis que vous aurez beaucoup de questions sur les rues écoles. C'est pourquoi on offre un accompagnement dans le cadre de la semaine de la rue école. Donc, l'accompagnement qui est offert par le centre, c'est quelques heures d'accompagnement qui est disponible, qui peut soit se décliner en appel téléphonique, en échange courriel, partage de trucs et astuces de notre part, bien sûr. Donc, suivant l'inscription, si vous voulez vous inscrire, si vous vous inscrivez à la semaine de la rue École, on va établir un premier contact avec vous. Puis par la suite, là, il y a possibilité d'avoir des rencontres d'accompagnement. Là, pour l'instant, c'est dur à dire. Là. Il y a déjà quelques communautés qui sont inscrites là, pour la semaine de la rue École. C'est dur à dire, il va y avoir combien de communautés qui vont être inscrites pour l'instant, mais les disponibilités sont quand même limitées. Là. Fait qu'on est vraiment dans le premier arrivé, premier servi pour vraiment avoir des rencontres d'accompagnement. On va vraiment tâcher de, si c'est des échanges courriels, appels téléphoniques, de répondre à la demande là, le plus possible. Là. Fait que pour recevoir des outils par la poste, là, donc les modèles d'affichage, entre autres, on suggère à tout le monde une inscription avant le 30 avril. Mais sinon, pour avoir des rencontres d'accompagnement, on vous suggère de vous inscrire le plus tôt possible. Là. Ça peut être tout de suite après le webinaire, puis ça peut être la semaine prochaine ou dans les prochaines semaines. Il y a vraiment un courriel dédié aussi là, auquel vous pouvez nous contacter. Vous le voyez ici, jeuxlibre@écologieurbaine.net. Vous retrouvez cette adresse courriel-là sur notre site web également, mais je vous laisse quelques secondes peut-être pour le prendre en note. Je m'attends à avoir beaucoup de messages dans ma boîte de réception là, en partageant cette adresse courriel-là. Alors voilà, fait un petit peu plus précisément, pourquoi s'inscrire à la semaine de la rue École? Ben, comme je l'ai dit, vous allez pouvoir avoir accès aux outils de communication pour promouvoir votre événement, mobiliser votre communauté également. Donc, des affiches, des dépliants, des messages clés, des communiqués de presse également. Ça va vous permettre d'avoir une visibilité de votre événement sur notre site web, semaine.rueécole.ca. On va aussi permettre d'avoir la visibilité sur les réseaux sociaux, sur nos réseaux sociaux. Puis la liste des écoles participantes vont être transmises aux médias aussi. Fait qu'on veut vraiment mettre en valeur vos projets de rue école. On veut créer une sorte d'engouement autour de la rue école aux quatre coins du Québec, finalement. Parce que vous le voyez un petit peu plus tôt, on l'a présenté, là, la plupart des projets de rue école ont été mis en place dans les grands centres urbains, surtout Ville de Montréal, Ville de Québec, Gatineau, Longueuil. On veut que toutes les régions du Québec l'expérimentent au moins une fois. Expérimenter une seule journée de rue école, ben, c'est pas trop compliqué. C'est sûr que là, on a beaucoup d'outils. Ça peut paraître un petit peu complexe au premier abord, mais vous allez voir quand vous allez vous mettre la tête dedans, ça va paraître beaucoup moins complexe. La base, là, c'est vraiment d'avoir un petit groupe de gens motivés, des parents, des grands-parents, des personnes de la municipalité, puis de le tenter juste une journée. C'est pas nécessaire non plus que ce soit le matin et l'après-midi. Ça peut être juste le matin, ça peut être juste l'après-midi. L'objectif, c'est de redonner l'espace public aux enfants, leur permettre de venir à pied, à vélo, en sécurité à l'école. Donc, la date limite pour la semaine de la rue École, là, la date d'inscription, c'est le 7 mai, vraiment pour avoir la visibilité sur notre site web et sur nos réseaux sociaux.
Si vous avez des questions par rapport à tout ça, encore une fois, ben, vous pouvez nous écrire à l'adresse courriel que j'ai partagée un petit peu plus tôt. Alors voilà, ça fait le tour pour moi. J'ai parlé un petit peu moins que je pensais, fait qu'on est un petit peu à l'avance, fait qu'on peut avoir comme un bon moment, 15, presque 20 minutes là, pour la période de questions. Je vais regarder premièrement s'il y en a. Je pense qu'Isabelle a répondu à presque toutes les questions, mais il y en a une qui reste en suspens ici. Ouais, je vais répondre. De Johan. Quelles ont été les réactions des résidents qui habitaient dans les tronçons bloqués avec leur stationnement privé, peut-être? Ben, je dirais que de manière générale, la grande majorité des personnes qui habitent sur la rue sont en faveur ou indifférents des interventions. Pourquoi? Parce que la communication souvent est faite le plus tôt possible pour leur permettre d'ajuster le plus possible leur déplacement. Si ce n'est pas le cas, ce qu'on dit, c'est que oui, vous allez pouvoir bien sûr quitter et rejoindre votre domicile quand vous habitez sur la rue. Et oui, vous allez être accompagné par un bénévole à 5 km à l'heure, donc le bénévole marche devant l'auto. Mais tout ça, là, ça rallonge habituellement des trajets de 1 à 2 minutes. Puis habituellement, c'est sûr qu'il y a des riverains, on ne va pas se le cacher, qui sont insatisfaits d'avoir la rue fermée à la circulation. Par contre, avec le temps, ben, les frustrations s'atténuent, disons, comme ça devient une habitude de vie. Euh, donc, voilà pour ça. Et deuxième question de Johan, on parle surtout d'aménagement temporaire. Existe-t-il des cas au Québec ou ailleurs pour lesquels cela aboutit à des aménagements permanents permettant la déminéralisation? Il y en a quelques aménagements permanents. Je pense que dans une autre question là, aux réponses, là, on fait référence à l'école Saint-Jean-de-la-Lande. Aux abords de cette école-là, dans Rosemont de la Petite-Patrie, ben, il y a une rue, vraiment un tronçon de rue qui a été fermé complètement à la circulation. Puis bon, ils ont fait des petits aménagements, surtout pour favoriser la pratique du skate. Fait que c'est un peu le type, c'est comme une rue-école permanente. Il y en a une autre sur le plateau Mont-Royal, en fait la place de l'Ange-Cornu, qui a été fermée encore une fois complètement à la circulation. Ils ont intégré beaucoup de mobilier là, pour inciter le jeu chez les enfants, favoriser le jeu libre chez les enfants. Euh, donc, c'est des fermetures permanentes. Mais dans le cas du Québec, il n'y a pas eu de déminéralisation encore, donc de réaménagement complet de la rue aux abords des écoles. En France, ça se fait beaucoup. À Paris, sont beaucoup en avance là, par rapport à nous. C'est sûr, le contexte urbain est un petit peu différent, mais on fait beaucoup, beaucoup de rues-écoles permanentes, de déminéralisation. Si vous voulez en apprendre un peu plus, Johan, bien sûr, vous pouvez nous écrire. Là. On va vous envoyer un petit peu plus de liens. Et donc, si vous avez, je pense que ça a été précisé également là, dans le chat, si vous avez une question, vous pouvez lever la main et le dire à voix haute. Mais je vois qu'il y a une autre question qui est apparue pour l'instant ici. J'ai possiblement manqué cette info, mais quelle est la durée moyenne recommandée de la fermeture et est-ce seulement le matin? En fait, on propose un 15 à 90 minutes. Euh, de manière générale, les rues écoles là, oscillent entre le 30 minutes et le 60 minutes. 15 minutes, c'est très court, ça n'a jamais été nécessairement fait. 90 minutes, c'est un petit peu long aussi. C'est pour ça que ça a toujours été entre 30 minutes et 60 minutes. Et habituellement, on conseille le matin et l'après-midi. Parce que si on veut favoriser les transports actifs des enfants, avoir une rue conviviale, ben, faut être sûr qu'ils viennent de manière sécuritaire le matin, mais qu'ils quittent aussi l'après-midi. L'après-midi, des fois, la rue école, typiquement, est moins utilisée d'une certaine manière parce que, oui, il y a le premier blitz, disons, d'arrivée des parents pour aller chercher leurs enfants, mais il y en a beaucoup qui restent au service de garde. Fait qu'habituellement, l'impact sur le nombre d'enfants est un peu moins grand l'après-midi, habituellement. Ici, il y a Émilie Houd qui a précisé la rue Rouen entre Bercy et Gascon aux abords de l'école Saint-Anselme à Montréal, qui a été une rue fermée de manière permanente à la circulation. Merci de la précision, Émilie. On va aller regarder ça, bien sûr. Gilles Côté qui demande quel matériel avons-nous besoin pour fermer la rue?
Premièrement, le matériel de fermeture, donc aux extrémités de la rue. Le présenter un petit peu plus tôt, là, ça peut être des barrières de fermeture. Nous autres, on a beaucoup utilisé des barrières anti-émeutes, donc des barrières en acier galvanisé. Mais le matériel est vraiment selon la municipalité, selon la disponibilité du matériel au sein de la municipalité. Euh, Sortir un exemple là, de la ville de Gatineau, qui était une sorte de barrière un petit peu plus légère finalement, qui a été utilisée, plus facilement déplaçable aussi de la part des bénévoles. Fait que le matériel de fermeture comme tel est assez. Ça peut être juste, euh, comment dire, des bouts de bois là, qui sont mis au bout de la rue. Mais ça, c'est vraiment ça à déterminer là, avec la municipalité. Puis, comme autre matériel, il peut y avoir un petit peu de signalétique aussi, là, comme on l'a montré un petit peu plus tôt, là, de l'affichage qui est fait sur la rue comme tel. Euh, Possiblement, des fois, la municipalité peut demander d'intégrer aussi un panneau rue barrée pour préciser vraiment, appuyer le fait comme quoi ben, la rue est fermée à la circulation. Puis bon, il y a d'autres matériels aussi qui peut être rendu disponible, entre autres aux bénévoles. Donc, souvent, on propose là, d'avoir un petit dossard là, qui les identifie là, pour que ce soit encore plus clair là, pour les enfants. Manuel, Oui, avant de passer aux commentaires qui est dans la section Q&A, il y aurait une question dans la salle. oui, Donc, on va parfait. vous ouvrir le micro. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, pour rebondir un peu sur les moyens de fermeture, quand c'est, quand ça arrive aux plus hautes fréquences, mettons tous les jours, une fermeture de rue, est-ce que vous vous êtes posé la question sur des fermetures plus physiques? Parce que je sais que par exemple, pour les rues piétonnes temporaires, mais qui durent tout l'été, on a quand même des services d'urgence, là, que ce soit c'est pour éviter des malheurs. Est-ce que vous vous êtes posé les questions Mhm. là-dessus? Là, je comprends que c'est Euh, 90 minutes par jour, donc c'est peut-être compliqué de venir mettre des blocs de béton, mais... mhm. On commence à se poser des questions parce que la plupart des projets de Rueca qu'on a expérimentés étaient l'équivalent de 1 à 3 journées par semaine. Puis ça n'a jamais été un 5 jours semaine, là. Là, on est grâce à ce projet-là là, qui nous permet le financement de la semaine de la rue école, mais ça nous permet un peu de pousser les réflexions éventuellement sur le matériel de dispositif un petit peu plus permanent intégré sur les rues écoles. Fait qu'on est en plein, c'est une bonne question parce qu'on est en plein en train de se poser ces questions-là. Mais pour l'instant, là, ça a toujours été du matériel qui se déplaçait, là, qui était déplacé au début puis à la fin de l'intervention par les bénévoles. Souvent aussi, là, on propose d'avoir une chaîne, un cadenas pour barrer le matériel pour être sûr qu'il ne se fasse pas voler. Mais c'est ça, le matériel un petit peu plus ancré dans le sol, concret, on est en train de développer, de réfléchir un petit peu plus à des scénarios d'aménagement de rue-école permanente. Puis ça devrait venir dans les prochains mois, là. Mais bonne question, Alex. Il y a une question aussi dans le chat. Je vois d'Émilie. Vous devriez nommer que c'est un bon coup pour les municipalités, que ça donne de la visibilité à l'ordre d'élection municipale. Bien vu. Bien vu. C'est un bon levier pour faire embarquer les municipalités. Bon, je ne l'ai pas nommé. Vous l'avez nommé, Émilie. Alors, merci. Manuel, on aura une autre question dans la salle. Oui. Bonjour, Hélène. Hélène, si tu veux prendre la parole. M'entendez? Oui. Parfait, désolée. Merci. J'avais une petite question. En voyant les plans de fermeture que vous avez montrés pour les projets qui ont eu lieu, Mhm. moi, je me demandais, mettons qu'on fait quelque chose dans l'école, dans notre école, j'aurais eu le réflexe de mettre piétonne la rue qui est adjacente à la cour parce que ça dynamise, ça fait plus d'espace extérieur. Mais là, dans le fond, en vous entendant, je pense que la logique, c'est d'utiliser la rue qui est celle où les parents entrent ou qui est celle d'accès au devant de l'école, probablement parce que, bon, en fin de journée, il y a le service de garde. Donc, beaucoup d'élèves ressortent par là. Fait que c'est pas tant utilisé par l'école après l'école parce que j'imagine qu'il y a des règlements où ils ne peuvent pas, eux, sortir. Mais c'est vraiment pour une fois que les enfants finissent ou arrivent. Donc, ça serait la rue de l'adresse officielle de l'école qui est généralement fermée aux visiteurs.
Ben, aux voitures. Ouais. Ouais, puis tu sais, le tronçon, le tronçon à fermer, souvent, c'est avec les discussions qu'on a avec les écoles puis les municipalités, parce que souvent, c'est eux qui connaissent plus leur environnement. Mais habituellement, le tronçon qui est utilisé pour la rue école, c'est pas nécessairement l'adresse principale de l'école. On OK. cible souvent les tronçons où est-ce il y a le débarcadère qui est identifié pour les parents. Fait que c'est là qu'il y a le plus d'enjeux de sécurité, qu'il y a une concentration d'automobilistes. Fait que des fois, souvent, elle est associé là, à l'entrée de la cour d'école, à l'entrée des élèves à tout le moins. Peut-être que c'était peut-être pas assez clair, là, on aurait peut-être pu l'identifier sur le plan, mais c'est vraiment l'entrée, le tronçon sur le débarcadère qu'on identifie. Puis ça, comme je le disais un petit peu plus tôt, les parents, à la suite de ça, ben, s'ajustent puis débarquent leur enfant dans les environs, puis l'enfant fait le reste à pied. Parce que si on fermait le tronçon pour l'adresse principale de l'école, ben, l'impact serait beaucoup moins grand finalement. OK, parfait. Parce que dans le fond, ça dépend. C'est juste, je voyais une cour qui était pareille. Nous, c'est à Montréal aussi. Il y a 2 débarcadères, un côté cour, un côté devant. Mais c'est tout simplement s'il y avait une tendance. Mais j'imagine qu'après, c'est vraiment discuté avec l'école, avec l'arrondissement Exact. aussi, fait que pour déterminer le meilleur emplacement. Parfait, merci. Exact. Est-ce qu'il y a une autre question à main levée, Isabelle? Oui, tout à fait. On a une autre question dans la salle. Alex, la parole est à vous. Oui, merci. J'ai une autre question. Quand, Mhm. par exemple, le tronçon qu'on veut fermer, c'est une voie cyclable utilisée, est-ce que c'est mieux de réfléchir à un autre emplacement ou il y a une cohabitation qui peut se faire pendant le court laps de temps? Bien sûr que le fait que ce soit un tronçon où est-ce qu'il y a une voie cyclable ou une piste cyclable, ben, on ne peut pas nécessairement décourager le fait de fermer ce tronçon-là à la sécurité parce que ça serait un peu contre-instinctif pour le projet. L'objectif, c'est d'encourager le transport actif. Par contre, c'est vraiment dans euh, la préparation aux bénévoles de préciser peut-être s'ils voient quelqu'un accéder à la rue école en vélo qui s'en va au travail, peut-être juste lui indiquer de ralentir que des enfants qui courent dans la rue. Mais on voit ça d'un bon œil, là, finalement, qu'une rue école soit implantée où est-ce qu'il y a une voie cyclable. Comme ça sécurise encore un petit peu plus là, les déplacements actifs des enfants. Ok, merci. Fait que si c'est un cas très spécifique, Alex, là, n'hésitez pas à nous écrire aussi, puis ça va nous faire plaisir d'en discuter avec vous. Parfait, merci beaucoup. Ouais, peut-être qu'il y a d'autres questions à main levée, Isabelle, mais je vois qu'il y a une question aussi qui est apparue dans le chat. Exigez-vous une preuve de résidence pour les voitures qui voudraient se stationner sur la rue pendant la fermeture? En fait, on n'exige pas de preuve de résidence comme telle. Ce qu'on invite à faire, c'est de demander avant que la voiture accède sur la rue, lui demander est-ce que vous habitez sur la rue, puis quelle est votre adresse. Dans le petit guide du bon déroulement, là, on identifie les adresses qui sont sur la rue école. Comme ça, les bénévoles ils savent si la personne qui va accéder sur la rue dit une bonne adresse ou pas. Fait qu'on se fie quand même à la bonne foi des riverains, des personnes qui habitent sur la rue. Ici, il y a Émilie qui a ajouté, mais c'est le mois des cubes énergie en plus. Excellent timing. Mais puisque les bénéfices sont plus grands en début d'année, pourquoi avoir choisi le mois de mai? Euh, les bénéfices peuvent être grands à n'importe quel moment de l'année. Nous autres, on a choisi le mois de mai vraiment pour accentuer cet engouement-là, puis faire en sorte, lier ça un petit peu aux activités de fin d'année des écoles. C'est le bon moment aussi, le bon mois, à notre sens, pour inciter à utiliser le transport actif. Comme il commence à faire beau, les enfants ils peuvent s'approprier de l'espace public, puis sortir leur vélo, puis enfin aller à l'école à pied ou à vélo. Puis bon, on avait discuté aussi du mois de septembre. On trouvait que le timing était bon pour le mois de mai, surtout au cas où des élèves ou des écoles ou des communautés scolaires avaient aimé l'intervention en mai, ben, ils pourraient être recréés facilement au mois de septembre aussi, puis à la rentrée, là. Il y a une autre question ici. Avez-vous eu des cas où il y a des commerces ou autres accès pour un établissement public? Bonne question. J'essaie de creuser dans ma mémoire.
je ne me rappelle pas spécialement, mais ça me permet de dire que alors, les déplacements sont accordés pour les riverains et les riveraines, mais aussi pour le transport scolaire s'il y en a sur la rue école concernée et si c'est impossible de le déplacer. Donc, on pourrait accompagner les autobus ou les berlines écoles quand même sur la rue école. Puis aussi, bon, il faut laisser l'accès aux services d'urgence, donc aux services de police, aux services des incendies. Euh, c'est pour ça qu'il faut être prêt des fois à toute éventualité. C'est très rare que ça arrive, par contre, là, que le service d'urgence ait dû accéder sur une rue école. Mais accès au commerce et établissements publics, de mémoire, je ne pense pas qu'on a eu comme ce cas de figure-là. C'est sûr que si c'est un tronçon sélectionné ou est-ce que directement des commerces ou directement des espaces des établissements publics, il faudrait regarder qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on leur laisse l'accès, etc. C'est sûr que s'il y a plusieurs stationnements publics sur la rue sélectionnée, c'est peut-être pas le bon tronçon à identifier là, pour la rue école. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle, Isabelle? Non? Parfait. Je vais regarder quand même. Je vois que tu as répondu à pas mal toutes les questions dans le chat. Je vais quand même les regarder si je ne pouvais pas apporter des éléments de plus. Matériel, on en a parlé. Ici, pour s'inscrire, on doit avoir le go de la direction, le OK de la direction, on peut le faire pour commencer. Effectivement, vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour avoir les outils. Par contre, dans les premières étapes, c'est sûr qu'il faut avoir le OK de la direction. C'est dans les premières personnes à impliquer. Vous pouvez vous inscrire, puis évidemment, là, si éventuellement la direction n'est pas d'accord ou que le projet ne peut pas se faire, bien évidemment là, que vous pouvez vous désister là, comme tel. Là. Si on a une question, est-ce qu'il y a des grilles d'admissibilité concernant le choix des écoles pour être rendues disponibles? On a un outil là, de sélection des écoles sur un territoire avec différents critères pour nos différents projets. Pour l'instant, on ne l'a pas intégré dans la trousse à outils parce qu'on veut vraiment que ce soit chaque école, chaque communauté scolaire fasse sa démarche puis puisse bénéficier de la trousse. Si vous faites partie d'une municipalité puis vous vous demandez quelle école serait la meilleure à identifier, bien là, on pourrait peut-être s'en jaser, là, puis peut-être qu'on pourrait vous rendre disponible là, ces critères de sélection-là. S'il y a d'autres bonnes questions, Isabelle a bien répondu. Puis là, on parle de la rue de l'école Saint-Jean-de-la-Lande, qui n'est pas nécessairement un aménagement en lien avec le programme de rue-école, mais ça a été vraiment une démarche là, qui a été portée par Rosemont la petite patrie là, sans notre appui à nous. Ça fait quand même le tour des questions dans le module. Isabelle, est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont apparues? Non, il n'y a pas d'autres questions. On serait prêt à conclure si tout est correct pour toi, Manuel. Super, ben, tout est correct pour moi. J'espère que tout est correct pour vous aussi dans la salle. En fait, ben, je vous remercie une dernière fois là, d'avoir visionné le webinaire, d'avoir été parmi nous. Je pense qu'on était vraiment beaucoup quand même. Je vous invite, en tout cas, si vous êtes bien partant, de vous inscrire à la semaine de la rue École, d'expérimenter la rue École, ne serait-ce qu'une journée, comme je l'ai dit, ça pourrait être juste un matin ou l'après-midi. On conseille toujours le matin et l'après-midi pour une journée. Donc, vous inscrire sur semaine.rueécole.ca. L'enregistrement va être disponible dans les prochains jours sur le site web. Vous allez aussi recevoir un courriel de suivi. Puis quand vous allez quitter, là, il va y avoir un court sondage qui va s'afficher. Donc, on vous remercie là, d'y répondre. Là, comme ça va nous permettre d'améliorer nos activités et nos webinaires. Alors, ben, je vous remercie une dernière fois et je vous laisse quitter à votre journée de travail. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter là, si vous avez des questions et surtout si vous voulez implanter une rue-école du 26 au 30 mai.